Les gens se posent la question de savoir est-ce que Thomas Sankara défendait l'homosexualité, est-ce qu'il était pour ou bien est-ce qu'il était contre ça? I've been going through something. 1,855 days. I've been going through something. Hello, bienvenue sur mon compte, moi c'est Sas, Dame Sas pour YouTube. Ici on parle de politique, société et perspective, tout ce qu'il te faut pour changer ton regard critique sur ton monde. Vous l'aurez deviné grâce à l'introduction et au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'un des révolutionnaires qui est admiré partout en Afrique et ailleurs, Thomas Sankara. Si vous ne le connaissez pas, Google sera votre ami. Pour le reste, bienvenue en classe. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a quelques semaines, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont décidé de faire passer une loi pour criminaliser l'homosexualité au Burkina Faso. C'est une première dans l'histoire du pays. Et si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, les réactions étaient diverses, tandis qu'il y en avait certains qui étaient contents sur le continent en disant que c'est bien, ça ne fait pas partie de la culture africaine. D'autres avaient plutôt une posture de retrait en disant que Ibrahim Traoré se revendique tout le temps d'être un révolutionnaire, d'être un anti-impérialiste, un anticolonialiste, etc. Mais que cette démarche-là de criminaliser les actes dits homosexuels ne s'inscrivent pas du tout dans cette posture, mais également que ça ne s'inscrit pas de manière plus globale à une idéologie que pouvait porter Thomas Sankara. Dans un premier temps, il y a quelque chose dont il est important de discuter, c'est pourquoi est-ce que les gens se posent la question de savoir est-ce que Thomas Sankara défendait l'homosexualité, est-ce qu'il était pour ou bien est-ce qu'il était contre ça? En réalité, lorsque vous posez cette question, c'est déjà une façon d'obnubiler le réel débat qui n'est pas de savoir en fait quelles sont les préférences individuelles de Thomas Sankara, mais plutôt est-ce qu'une loi comme ça serait passée sous son régime à lui et surtout est-ce que ça se serait inscrit dans son projet politique pour la société? Et la réponse la plus probable à vous apporter est tout simplement non. Je ne dis pas et je ne cherche pas à prêter des mots à Thomas Sankara. Il faut juste encore aujourd'hui retourner dans ses discours, retourner dans ses interviews les plus connues, retourner dans les ouvrages aussi des articles qu'il a lui-même rédigés pour comprendre que cette loi serait complètement incompatible avec la vision qu'il avait pour la société burkinabé et africaine de manière globale. Et pour comprendre ça, on va naviguer sur 3 points principaux. Pour commencer, contrairement aux idées reçues, les lois anti-LGBT, les lois anti-homosexualité sont purement un héritage colonial. C'est-à-dire qu'à l'heure où certains pensent encore que l'homosexualité c'est une invention de blancs, etc., ça n'a jamais existé dans nos sociétés. Ce qu'on peut noter, c'est que le caractère homophobique en fait de ces lois sont le résultat direct en fait de ce qui était implémenté dans les colonies. Pour ça, il faut faire un petit bond dans l'histoire. British Penal Code, also known as Section 377. This homophobic law is the reason why being gay is still illegal in at least 30 former British colonies. When the British were busy colonizing the world between the 16th and 19th centuries, they also exported their own laws to the places they took over. It was kind of like the rest of the world were school kids who had to play by their rules. One of the laws they exported was the charmingly named Buggery Act of 1533, which was passed by Parliament during the reign of Henry VIII. You know, the one with the 6 wives. The Buggery Act did pretty much what it said on the tin. It banned male homosexuality and made gay sex punishable by death, but it didn't bother to ban lesbianism, probably because nobody really thought about women at the time. When the British Empire got going, the authorities were keen to enforce their idea of morality on the people they'd colonized. They also wanted to make sure that its soldiers and administrators weren't tempted to shag each other or their new subjects. So they imported this anti-buggery law overseas. Dans les colonies britanniques, c'est la fameuse section 377 qui a été rédigée sous l'ère victorienne qui a servi de modèle pour que des lois anti-LGBT soient installées en Afrique. Et ça fait sens parce que dans un premier temps, les personnes qui sont venues coloniser en Afrique étaient des conservateurs et des religieux blancs. Et dans les religions abrahamiques, pour la plupart, les relations homosexuelles sont considérées comme étant contre nature. Donc, au même titre que la religion et ses autres pratiques, ces lois anti-LGBT ont été exportées, donc venues de l'Occident et imbibées en fait dans les codes pénaux qu'on pouvait retrouver
dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé en fait à voir en Afrique apparaître les mouvements anti-homosexualité, tout simplement parce que ça s'inscrivait dans une vision morale européenne et que c'était aussi marqué par un puritanisme victorien qui était clairement imbriqué dans la logique des colons. Et vous avez des chercheurs comme Mark Epprecht dans son ouvrage Heterosexual Africa, qui est paru en 2008, qui montre bien comment cette importation a figé l'idée que l'Afrique serait naturellement hétérosexuelle, alors même que des traditions précoloniales témoignaient de pratiques sexuelles et de formes de parenté qui étaient beaucoup plus diverses. Ok, j'ai dit ce que j'ai dit et je vous arrête tout de suite. Le but ici n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais, ce que vous en pensez, ce que vous n'en pensez pas. C'est tout simplement de dire que vous le vouliez ou non, cela existait en Afrique avant. Si vous voulez considérer ça comme bien ou mauvais, libre à vous encore une fois. Et donc, pour vous donner les exemples de ces traditions précoloniales, on avait les Yandoudou. Donc, pour vous donner des exemples de ces traditions précoloniales, on avait les Yandoudou qui venaient principalement d'Afrique de l'Ouest, donc les peuples Haoussa. C'est donc avant la colonisation britannique, dans les sociétés Haoussa, il existait des communautés de Yandoudou, littéralement des hommes féminins. Et ce terme désignait les hommes efféminés qui adoptaient des rôles sociaux associés aux femmes, travaillaient souvent comme des cuisiniers, des danseurs ou bien encore dans des rôles de divertissement. Des témoignages, y compris ceux durant la colonisation, reconnaissent que certains avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et vous pouvez sur Internet trouver plein d'études à ce sujet ou bien vous orienter sur des ouvrages de l'anthropologue Rudolf Godio, Allah Made Us, Sexual Outlaws in an Islamic African City, qui est paru en 2009, qui montre en fait que ces pratiques littéralement remontent à l'époque précoloniale et qu'elles avaient été intégrées à la base dans la culture Haoussa avant la colonisation. Puis vous avez encore les relations femmes-femmes chez les Nandi au Kenya. Et si je me souviens bien, jusqu'aujourd'hui, ça existe encore, mais généralement, ça prend une autre forme, c'est-à-dire que une femme plus âgée marie une autre femme plus jeune pour qu'elle lui donne des enfants. Et pareil, comme en Grèce antique aussi, on avait les relations entre hommes chez les Azandés qui étaient en République centrafricaine, Soudan du Sud et RD Congo. Et ça, c'était généralement parce que c'était des guerriers et qu'ils devaient aller au service militaire. Donc généralement, ils recrutaient aussi des hommes plus jeunes pour avoir des pratiques sexuelles entre eux. Et quand bien même vous auriez pensé que ce n'était que des groupes spécifiques, il faut quand même remonter à l'histoire et voir aussi certains membres des royautés, notamment on a la reine Zinga de l'actuel Angola qui, elle aussi, était une femme bisexuelle. Bref, pour revenir à notre sujet, c'était juste pour vous montrer que ces pratiques-là étaient effectives. Et si vous pensiez que ça ne s'arrêtait qu'au code britannique, il faut aussi savoir que le code colon français a aussi joué quelque chose dans la perception de l'homosexualité en Afrique francophone. Ça, ce n'était que quelques exemples pour vous montrer l'effectivité de ces pratiques qui sont souvent reniées dans le débat public. Ce qui m'amène donc au take-home message de ce premier point, qui est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la criminalisation de l'homosexualité n'est pas quelque chose d'authentiquement africain. C'est même largement un produit du colonialisme. Donc comment qualifier ça de loi anti-impérialiste, de dire que oui, ils font ça en Occident, nous on va pas faire ça en Afrique, alors que littéralement l'homophobie et les lois qui s'accompagnent avec celle-ci ont été complètement fabriquées par les colons. Et je vous invite à consulter les ouvrages et les différents articles de l'universitaire ougandaise Sylvia Tamal qui insiste beaucoup sur ce point. L'homophobie contemporaine en Afrique est le résultat d'un mélange entre héritage coloniaux et instrumentalisation politique moderne. C'est ce qu'elle va développer comme étant la politique des sexualités non conformes, où les dirigeants de certains États ou encore des membres de certains groupes religieux vont s'appuyer sur une rhétorique de défense des valeurs africaines, alors que les mêmes outils légaux qu'ils utilisent, c'est-à-dire les lois anti-LGBT, etc., sont avant tout des choses complètement fabriquées par les Européens. Donc ça, c'est l'un des premiers points pour lesquels les personnes seront tentées de dire qu'effectivement, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui de revendiquer les luttes contre les homosexuels dans une posture anti-impérialisme, puisque c'est tout le contraire. Deuxièmement, nous allons revenir à Thomas Sankara. Mais petite parenthèse, ce qui est intéressant de remarquer dans ce débat, c'est que la plupart du temps, les personnes africaines portent les combats et se disent, en fait, se revendiquent être en fait des admirateurs ou encore des personnes qui aimeraient reproduire la même chose que les indépendantistes qui ont mené le combat pour la libération
des Africains, sans toutefois consulter quelle était leur idéologie, sans toutefois en connaître quels sont les fondements, quels sont les tenants et les aboutissants, si on y adhère ou pas. Loin de moi, d'accord, loin de moi l'idée de vous faire croire qu'il faut nécessairement adhérer à toutes les idées de quelqu'un pour être son partisan. Mais il faut bien comprendre que quand on parle d'idées, on parle surtout de projets pour la société. Et en ce sens, vous ne pouvez pas en fait adhérer à quelque chose dont vous rejetez les fondements mères en fait. C'est un peu cette impression que j'ai avec Thomas Sankara, mais pas que, surtout concernant cette question d'homosexualité, mais on peut retrouver cette même dissonance cognitive sur des questions par exemple comme les systèmes économiques à adopter dans une Afrique révolutionnaire, etc. Bref, c'est une parenthèse. Donc si on reprend notre sujet de base qui est de savoir est-ce que Thomas Sankara aurait été pour ou contre l'homosexualité, il faut se réorienter dans l'ensemble des archives. Et avec tout ça, il faut l'avouer, il n'y a aucune mention explicite de l'homosexualité. Même s'il était un avant-gardiste, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas encore abordé cette question-là que ça veut nécessairement dire qu'il faudrait prendre son silence pour un oui ou pour un non sans chercher à comprendre ce qu'il y avait dans le fond. Je vous dis ça pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre de cette réflexion, on peut se réorienter vers le projet de société et le projet politique clair qu'il détenait, notamment parce que Thomas Sankara parlait sans cesse de dignité, d'inclusion et de lutte contre tous les opprimés de ce monde. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le 4 octobre 1984, il déclarait « Les ghettos abritaient les Noirs, les immigrants, les travailleurs de toutes les couleurs et ceux qu'on traite d'inadaptés. Ils regorgent de populations rejetées, écrasées, exclues. » Et à notre dignité, fort de cette certitude, nous voudrions à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. D'être qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre. Son discours ne visait donc pas nécessairement l'homosexualité, mais la logique, elle était la même, c'est-à-dire dénoncer les exclusions sociales et exigeait un monde où chaque être humain ait en fait une place digne. De la même manière, lorsqu'il s'exprimait sur la condition des femmes qui étaient elles aussi un groupe opprimé à l'époque de la colonisation et post-colonisation, il disait ceci: « La révolution et l'émancipation des femmes vont de pair. Nous ne parlons pas d'émancipation partielle, mais de la transformation complète de la société. » Et donc, ça veut dire que c'était pas juste quelqu'un qui cherchait à produire quelques petites avancées en donnant des droits par-ci et par-là aux femmes. C'est qu'il pensait que pour qu'il y ait en fait une révolution en Haute-Volta, pour qu'il y ait une révolution complète en fait de son pays et de l'Afrique en général, il fallait que cette révolution s'accompagne de l'émancipation des groupes que l'on avait mis à l'écart. Et ce passage, il est vraiment central parce que ça atteste que Thomas Sankara, dans sa logique, ne cherchait pas à rendre l'émancipation sectorielle, mais plutôt systémique. Donc c'était pas juste la cause des personnes pauvres, c'était pas juste la cause des femmes, c'était la cause de tout le monde en fait. Toutes les personnes qui étaient discriminées et opprimées pour une quelconque raison, du moment que ces personnes-là n'étaient pas formées par le caractère commun, si on peut dire ça comme ça, du fait qu'elle nuisait à l'intégrité d'autres groupes. Parce que c'est important aussi de le dire, c'est que Thomas Sankara était profondément humain, mais par exemple, si vous étiez un pédophile ou bien je ne sais pas quoi, vous êtes quelqu'un qui avait commis des crimes sur des enfants, vous avez porté atteinte en fait à l'intégrité de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, oui, on doit vous juger. Mais si vous étiez juste quelqu'un de normal qui vivait sa vie, vous ne faisiez de mal à personne, alors on devait vous respecter dans votre dignité humaine. Même si je pense que ce deuxième point pourrait vous permettre de comprendre la raison pour laquelle Thomas Sankara ne serait pas nécessairement pour une loi qui criminalise l'homosexualité, c'est-à-dire qui met en danger un groupe de personnes minoritaires juste par le fait qu'elles sont existantes en société. Je vais quand même continuer sur
le troisième point que je voulais aborder, qui est Ibrahim Traoré vs Thomas Sankara, où on a deux contextes qui sont complètement différents, mais que les gens tendent quand même à mixer en disant « Oui, mais Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique complète en fait qui ressemble à celle de Thomas Sankara, alors que c'est faux. Il faut étudier la pensée sankariste pour se rendre compte que ces deux-là ne partent pas nécessairement des mêmes fondements. Thomas Sankara était un révolutionnaire, mais c'était avant tout un progressiste. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout encastré dans un conservatisme, bien qu'il était quelqu'un qui cherchait à repromouvoir les traditions africaines, etc. Il ne faisait pas comme le panafricanisme d'aujourd'hui, qui vise maintenant à exclure en fait tout le socle religieux, le cadre de la façon dont les gens vont penser religieusement tout seul. Il ne cherchait pas à exclure non plus les croyants, tout comme aujourd'hui, il ne cherchait pas à exclure par exemple les femmes en disant qu'elles ont un rôle prédéterminé juste à la maison, dans la société, etc. etc. C'était vraiment quelqu'un qui avait pour but comme projet de société que la société entière soit transformée et qu'elle soit déréglée par rapport aux séquelles qu'ont apporté la colonisation, mais également que ce soit une société où tout le monde ait sa place et où tout le monde puisse vivre de manière juste. Il le disait tout le temps, il n'arrêtait pas de le dire, il fallait choisir entre le champagne pour quelques-uns et de l'eau potable pour tous. Et quand on parle de cette eau potable pour tous, ça veut dire qu'on pouvait être... On devait avoir les mêmes droits, les mêmes accès, etc. etc. Aujourd'hui, il y a juste des gens qui se lèvent parce qu'ils voient Ibrahim Traoré en tenue militaire et qu'ils disent « Oui, mais Ibrahim Traoré, c'est le nouveau Thomas Sankara ». C'est pas du tout vrai. Non seulement les idéologies ne sont pas du tout les mêmes, mais en plus, on a deux contextes qui sont bien différents et donc forcément, on aura des réactions qui sont différentes. Sankara, c'est les années 80, il portait un projet révolutionnaire global avec notamment une rupture avec l'impérialisme, transformation radicale des rapports sociaux et une émancipation des femmes, lutte contre la corruption et pour l'autosuffisance dans son pays et pour l'Afrique. Et en face, on a un Ibrahim Traoré qui est la figure du Burkina Faso et même quelque part de la révolution africaine d'aujourd'hui, qui gouverne dans un contexte différent. On a quand même des choses qui impactent sa gouvernance comme la montée du djihadisme, les pressions régionales et internationales qui pèsent à cause du néocolonialisme, etc. Mais également les tensions entre la religiosité, si on veut dire ça comme ça, le conservatisme traditionnel et tous les autres trucs en fait qui vont venir complètement changer la donne et faire en sorte que les priorités entre les deux ne sont pas les mêmes et ils ne portent pas nécessairement la même idée sur plein de choses comme les rapports sociaux, l'émancipation des peuples d'une façon ou d'une autre, ou bien l'émancipation de certains groupes sociaux, etc. Donc là où certains aimeraient souvent dans le débat public mettre en exergue cette continuité parfaite entre Thomas Sankara et Ibrahim Traoré, il faut avouer aujourd'hui qu'il y a une rupture claire en fait entre les deux et en soi, bien ou mauvais, ce sera à l'histoire et à la fin de l'autre en fait d'en décider. Et ce qui est sûr, c'est que Thomas Sankara était loin d'être quelqu'un qui se résumait uniquement à des slogans. C'était avant tout quelqu'un qui portait une vision extrêmement humaniste. Avoir dans son pays une loi qui criminalise l'homosexualité, c'est-à-dire qui exclut de facto une partie des citoyens burkinabés, ne faisait clairement pas partie de sa vision. Et donc, au travers de cette vidéo, même si on a beaucoup abordé la question de l'homosexualité, c'est avant tout important pour moi de reparler justement de la façon dont nous visualisons les indépendantistes, la façon dont nous honorons les personnes qui, pour nous, ont porté des luttes, qui ont permis de faire de l'Afrique un continent qui tend à s'émanciper de jour en jour, de voir finalement comment est-ce qu'on les applique en fait dans notre société moderne. Si vous avez suivi le fil, ce serait complètement décousu de demander si Thomas Sankara était pour ou contre l'homosexualité. La bonne question, c'est comment est-ce que Thomas Sankara concevait la dignité humaine par tous et pour tous, et sur ça, ces textes sont clairs. Et ça se caractérise avant tout par le refus de toutes les exclusions. Exclusion des femmes, exclusion des Noirs, exclusion des colonisés, exclusion des minorités. Donc son héritage, c'est vraiment une vision systémique et une vision réformatrice de la société post-coloniale. Gardez en tête une chose, la dignité, c'est quelque chose qui ne se fragmente pas. Elle ne dépend pas de la couleur de peau, du genre, de la classe sociale, de la religion et encore moins de l'orientation sexuelle de quelqu'un. Et ça résonne parfaitement avec le concept sur lequel je vais vous laisser développer sur cette vidéo,
le concept de l'Ubuntu dont on parlera dans un prochain épisode. Donc voilà, vous avez de petits devoirs. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire pour me savoir ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux où je vous partage d'autres choses bien évidemment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Mouah. Et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.